Et bien voilà, après ce merveilleux générique, on va démarrer notre après-midi. Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de cette journée filière qui déclenche un petit peu le compte à rebours du prochain salon Intermat. Alors, j'avais déjà eu le plaisir d'animer la table ronde qui avait lancé Intermat 2024. À l'époque, le dernier salon remontait à 2018, le Covid était passé par là. Et en 6 ans, ce qu'on avait tous constaté, c'était que le monde avait radicalement changé. L'enjeu majeur devenait la décarbonation des activités avec un manifeste rappelez-vous, signé par les 5 grandes organisations du secteur, avec 4 grands engagements sur l'adoption de la bonne énergie, sur les économies d'énergie, sur la formation, sur le développement de l'économie circulaire. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le chemin parcouru? Quelles ambitions nourrir pour Intermat 2027, placé sous le thème de la durabilité, thématique plus vaste encore que la transition écologique. Je vous propose une réponse en 2 temps. Dans un entretien d'abord avec un grand témoin, Mathieu Soulas, qui est le directeur des nouvelles mobilités chez Total Energy, qui nous livrera sa vision du rôle de l'énergie et de l'innovation dans l'évolution des chantiers de demain. Et puis dans un deuxième temps, ce sera une table ronde avec les représentants des 5 fédération signataire du manifeste de 2024. Mathieu Soulas, je répète, vous êtes directeur des nouvelles mobilités chez Total Energy. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être brosser un panorama global autour de ce secteur majeur pour l'économie mondiale, de la mobilité lourde? C'est quoi les grands enjeux énergétiques pour ce qu'on peut appeler la mobilité lourde au sens large déjà, avant de resserrer sur la construction? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Merci de m'accueillir, parce qu'on a eu beaucoup de teasers ce matin sur les. On a déjà beaucoup parlé d'électrique, de bio, de HVO. Enfin voilà. Donc on va revenir un peu sur ces sujets-là, parce que effectivement la mobilité lourde au sens large, que je séparais un peu en 2 catégories. Il y a le on-road, enfin le routier, et puis le non routier, le off-road. C'est en gros 10% des émissions de CO2 annuelles générées par l'activité humaine. Donc c'est beaucoup. Et ces 10%, c'est à peu près 7% pour le routier et 3% pour le non routier. Alors le routier, il est très suivi par des statistiques, ne serait-ce que parce qu'avec les plaques et les suivis de consommation, toutes les taxes qu'on a mis sur tous les camions, on peut les suivre au kilomètre. Donc, Le routier. le routier. Donc Ouais. ça, on mesure exactement les émissions de CO2 de ce segment-là. Le non-routier, on en a parlé ce matin, c'est un peu plus estimé parce que les statistiques sont moins fiables, les engins sont un peu moins tracés et la consommation aussi, même si avec, en France, avec des systèmes comme le gazole non routier, avec un statut fiscal, forcément, on sait mieux. Mais bref, 10% c'est beaucoup, 3% ça reste beaucoup à l'échelle de la planète. Et donc, quand on est engagé dans la transition énergétique, c'est le cas de toute la société, Total Energy en particulier, c'est forcément un sujet à adresser. Avec des particularités sur... on va y venir, on va en reparler, hein, les différentes énergies. Alors c'est pour ça que moi, ma compagnie s'appelle Total Energy avec un S au pluriel. Évidemment, c'est un monde qui est, on l'a aussi vu ce matin, beaucoup plus compliqué que celui dans lequel on a grandi, en tout cas pour les gens plus âgés comme moi de la salle, avec un diesel simple qui allait partout. Voilà, donc on va y revenir. Il y a un enjeu complexité du mix énergétique. Qu'est-ce qu'on invente comme mix énergétique pour demain et après-demain, puisqu'il y a du court terme et du moyen terme, c'est des enjeux différents. Et il y a un vrai enjeu économique. Ça aussi, on a commencé à l'adresser. On n'a pas parlé beaucoup d'euros ce matin, mais on sait très bien qu'on ne va pas construire un monde avec des nouvelles énergies si elles ne sont pas rentables. On est tous là pour faire tourner des entreprises, des activités qui doivent, face à la concurrence, générer de la marge pour rembourser les investissements et payer un peu les actionnaires. Alors, comme vous le disiez, c'était simple, au temps du fuel. Et là, on se retrouve finalement avec des énergies. On se demande comment finalement prioriser telle ou telle énergie en fonction de tel ou tel besoin.
pour réussir à décarboner sa flotte. Quelle grille de lecture vous nous proposez justement sur ces énergies en fonction de leur usage? Oui, alors c'est toute la difficulté du sujet. Avec le fossile, qui a des inconvénients majeurs d'émettre plein de CO2. Alors ce matin, on a parlé de l'importance d'avoir du liquide plutôt que du gaz, parce qu'on peut transporter plus d'énergie. Alors c'est du liquide qui en plus était très concentré en termes d'énergie. Et puis en gros, avec du fossile, on répondait à peu près tous les usages, non seulement de la mobilité, mais de l'industrie. Voilà. Aujourd'hui, on doit faire inventer un mix énergétique qui va s'adapter très différemment à chacun des cas d'usage, à chaque géographie, puisqu'il faut amener l'énergie là où on en a besoin. Et évidemment, là où on en a besoin, on a évoqué ce matin, la région parisienne, c'est moins compliqué que dans des endroits un peu plus reculés. Et puis adapté aux usages, puisque en fait, la manière dont on utilise le même outil, que ce soit un camion, une pelle mécanique ou un tracteur, on ne va pas mettre la même énergie sur des usages très intensifs et en 24 heures sur 24 que sur un usage plus ponctuel. Alors on a commencé à citer, ce matin on a parlé des biocarburants, donc du liquide issu du bio. Alors il y a eu une première génération, parlant en plusieurs générations. Une première génération, c'était ce qui est des produits directement issus de l'agriculture, avec un inconvénient, c'est que c'est en concurrence avec l'alimentation. L'Europe a limité à 7% le taux d'incorporation de ces produits-là, justement pour ne pas être attaqué, d'affamer la planète quand on cherche à décarboner le transport. Donc on a une deuxième génération qui sont les biocarburants durables. On a parlé du HVO, c'est le principal. Alors durables parce qu'ils sont produits à partir de déchets. Et donc des déchets qui n'avaient pas d'autre utilisation avant, et donc on les transforme via des investissements assez lourds. Total Energy, on a déjà transformé une de nos raffineries de pétrole en raffinerie de biocarburants pour produire de l'HVO. C'est à La Mède, à côté de Marseille. Ça tourne depuis plusieurs années maintenant. Et on est en train de transformer une deuxième à Grand-Puy, donc à côté de Melun, en région parisienne. Ça produit combien à peu près en quantité? Alors La Mède, par exemple, ça produit 500 000 tonnes d'HVO par an. Voilà. 500 000 tonnes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais l'idée, c'est d'augmenter avec la croissance du marché et de la demande. Voilà, donc ça, c'est les bio, première génération, deuxième génération. Certains parlent de produits encore plus durables avec des e-carburants, mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, où c'est beaucoup plus lointain. Le deuxième, c'est autour du gaz. Alors c'est vrai que le gaz est moins concentré en énergie, mais il est également facile à mettre en œuvre sur des petites distances, et en particulier voilà, pour des camions ou des véhicules qui ont besoin de pas trop d'intensité, et c'est une bonne solution. On voit plein de camions, je fonctionne au gaz dans les rues, notamment en région parisienne. Et il faut que ce soit du biogaz pour qu'il soit durable, ou qu'au moins il diminue l'empreinte carbone. Enfin, il y a l'hydrogène, qui est une molécule pleine de potentiel, sur laquelle on investit aussi chez Total Energy. Alors on investit un peu dans tout, en se disant que le mix, c'est d'apporter tout. L'hydrogène, plein de potentiel, beaucoup de difficultés. C'est un marché qui a... C'est pas emballé un peu sur l'hydrogène? Ça dépend qui. En fait, nous, les journalistes. C'est une molécule qui a l'air magique. Elle a un potentiel incroyable. On la brûle, elle fait de l'eau, elle fait pas de CO2. Voilà. Moi, j'ai un background un peu d'ingénieur, et donc on apprend tout petit en chimie que c'est quand même des tout petits atomes. Ils n'ont pas envie de se serrer les uns contre les autres pour avoir de l'intensité. Et donc, quand on veut en mettre, par exemple, dans un camion pour faire de la longue distance, ça fonctionne, mais il faut un réservoir qui est à 1000 bars. 350 bars aujourd'hui, 700 bars demain. Et puis, même bien tassé à 700 bars, ça ne fait pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on a développé un réseau de stations-service pour les camions qu'on a mis maintenant en JV avec Air Liquide. Donc, il y a un potentiel, peut-être certains usages, notamment pour la mobilité lourde, pourraient fonctionner. Et puis, il y a l'EV. Alors, l'EV, j'ai amené une photo pour illustrer l'EV. Voilà. Donc, l'EV, c'est l'électrique véhicule, donc c'est la recharge électrique. C'est probablement la solution qui décolle le plus, et qui de manière réaliste
va pouvoir répondre à une grande partie de nos usages, hein, que ce soit sur le routier ou le non routier. Alors l'électrique, pourquoi ça fonctionne bien pour le poids lourd, hein, c'est qu'en fait il y a des investissements monstrueux à l'échelle de la planète pour développer l'électrique, d'abord pour véhicules légers, recherche et développement, hein, à la fois sur les batteries et puis sur la chaîne de motricité. Et en fait, le poids lourd va en bénéficier directement une fois que... C'est un peu tous les problèmes de passage à l'échelle. Le poids lourd thermique, il était sur un marché relativement restreint, hein, alors c'est quand même voilà, 300 000 immatriculations par an en Europe. Mais quand on regarde par exemple la batterie, un module de batterie, que ce soit pour une voiture ou pour un camion, c'est à peu près la même chose. Comme on a des gigafactories qui poussent un peu partout sur la planète, une fois que les modules sont faits pour les millions de voitures, en fait, c'est les mêmes modules qui vont aller dans les camions. Et donc, l'industrie du poids lourd va bénéficier de cette passage à l'échelle. Alors là, vous nous avez ouvert le catalogue. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, on a le choix, mais maintenant, si on se projette en dynamique, c'est-à-dire là, vous nous avez fait la photo, si on essaye de regarder le film, pour vous, finalement, qu'est-ce qui se dessine? C'est quoi les tendances? C'est quoi les projections que vous faites sur l'utilisation de ces différentes énergies? Alors, je vais commencer avec ces photos, et puis je vais commencer avec le routier. En fait, le routier, quand je parle aux gens du routier, je ne dis pas la même chose, mais c'est relativement facile. Il suffit de mettre des bornes, parce que en fait, les camions, ils viennent toujours aux mêmes endroits. Il y en a un certain nombre qui dorment au dépôt la nuit, et puis les autres, ils font des routes qui ressemblent un peu d'un jour à l'autre. Donc, sur le routier, la voie qui fonctionne bien, hein, c'est l'électrification. Déjà aujourd'hui, sur le petite distance, hein, l'urbain, le périurbain, on est à moins de 300 km par jour. L'électrique, le TCO d'électrique, hein, le Total Cost of Ownership, donc le coût de revient, est meilleur que sur le diesel. Avec des profils de dépenses, et c'est là où j'ai besoin d'un économiste pour m'aider, des profils de dépenses qui sont très différents. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup à l'achat du camion, qui coûte en gros deux fois et demi plus cher qu'un camion thermique. Mais derrière, en énergie, on paye beaucoup moins cher. Voilà. Donc l'électrique pour le routier petite distance, moyenne distance. Et puis aujourd'hui, pour faire de la grande distance en routier, du HVO, là, du bio-liquide, ça fonctionne vraiment bien. En plus, on a tout un système, hein, de réglementaire qui pousse vers ça. Donc ça commence à se développer à l'échelle. Pour le non-routier, c'est plus compliqué. Pour l'agri, par exemple, on n'a pas aujourd'hui de vraies solutions. Pour tout ce qui est tracteur, enfin engin agricole, il n'y a pas vraiment de solution, à part des biofuels. Et puis sur le BTP, les carrières ou les mines, il y a une offre de véhicules qui commence à se déployer en électrique, mais ce n'est pas si simple. Et puis, du coup, la solution c'est l'HVO, avec, mais on va y revenir, un petit sujet de comment est-ce qu'on fait démarrer la filière. Sur le véhicule léger comme sur le routier, les États ont mis en place des systèmes à la fois avec de l'obligatoire et de l'incitation. Et on n'a pas ça aujourd'hui sur le non-routier, ce qui est voilà, un vrai frein au développement. Alors justement, comment on envoie les bonnes incitations, les bons signaux pour la décarbonation de l'off-road? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, le routier, il croule sous les directives européennes. Voilà, donc il y a une directive sur les constructeurs de camions, hein, qui doivent réduire les émissions des camions mis à la consommation chaque année. Il y a une directive sur l'énergie qu'on fournit aux camions. C'est ce qui nous touche directement, hein. Nous, Total Energy, comme fournisseur d'énergie, c'est la RED, la Renewable Energy Directive, où il y a petit sujet, c'est qu'il y a une directive européenne, mais après, il y a des mises en œuvre par pays qui sont toutes très, très différentes les unes des autres. Mais ce n'est pas grave, on est forcé de décarboner le mix énergétique qu'on vend aux clients usagers. Et puis, il y a en général un certain nombre de systèmes de subventions structurés depuis souvent des années,
qui fonctionne bien. C'est à la fois la carotte et le bâton, hein, donc la directive obligatoire pour décarboner, et puis on met des subventions là où il faut pour que ça arrive. Par-dessus tout ça, on met une couche de volontaire. Donc l'aspect, je suis volontaire pour faire un peu plus d'efforts pour me décarboner, payer un peu plus pour avoir une énergie ou un véhicule décarboné. Et ça fonctionne un peu dans le routier. Le vrai problème sur le non-routier, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que cette partie volontaire qui existe, quoi. Voilà. Donc un certain nombre des grands donneurs d'ordre, un certain nombre des grands acteurs ont pris des ambitions de décarbonation. Mais s'il n'y a ni l'obligatoire en termes de directives pour se forcer à se décarboner, ni de système avec des subventions pour aider à la mise en œuvre, le volontaire, on se rend bien compte, hein, ça marche un peu, mais ça ne fait pas des gros volumes. Alors on a eu une très bonne nouvelle ce matin avec l'ADEME. Je me trompe ou vous considérez que d'un côté, il y a peut-être trop de directives, trop de réglementations, et puis de l'autre côté, il n'y en a pas assez? Alors, trop, je ne sais pas. Pas assez, c'est sûr, sur le non-routier. Sur le routier, il y en a beaucoup. Et on voit bien aujourd'hui, il y a un vrai pushback sur est-ce que l'Europe va pas trop loin, trop vite, hein, donc que ce soit aussi bien des constructeurs de véhicules légers que de véhicules lourds, ou même les airlines, hein, pour l'aviation. C'est vrai que sur le non-routier, alors je ne sais pas si c'est une forme si c'est du coup confortable, mais c'est sûr que ça, en avoir beaucoup moins, voire pas du tout, ça aide pas beaucoup à se transformer. On a eu une très bonne nouvelle ce matin, hein, avec l'ADEME qui a trouvé une enveloppe de 20 millions d'euros. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Visiblement, un système d'approbation des dossiers plus facile que les guichets ou les appels d'offres qu'on a eus sur le routier les 2 dernières années. Donc on ne peut qu'encourager ce genre de démarche, parce que s'il n'y a pas une incitation, on n'y arrivera jamais. Les équipements sont plus chers à l'achat, les infrastructures, il faut les construire pour distribuer l'énergie, et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Ouais, les incitations, après on ne sait pas combien de temps ça dure et qui va changer d'avis quand, mais ça je ne vous pose pas la question, parce que ce sera l'objet d'une de nos discussions tout à l'heure, justement. Alors, c'est important, vous disiez, en fait, chaque pays, finalement, après, fait ses transpositions, vit sa vie un petit peu. Est-ce qu'on peut essayer de faire une sorte de comparatif, de banc d'essai sur ce que fait la France par rapport à ce que font d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a des pays européens qui s'y prennent mieux que nous, qui sont plus avancés que nous dans cette décarbonation, et avec quelle recette? Oui, alors il y a un dégradé du vert foncé très au nord au vert pas vert du tout très au sud. Donc, alors, de notre côté, Total Energy, on a construit un business autour de la recharge électrique qui maintenant a une bonne taille. On a aussi du gaz, on a aussi de l'hydrogène. Et du coup, on regarde beaucoup au nord. On est un des leaders de la recharge électrique pour les véhicules légers, notamment aux Pays-Bas, en Belgique. Et voilà, on a 70 000 points de charge opérés, hein, sur l'électrique, donc on commence à bien savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que pour regarder les pays qui sont les plus avancés, on regarde au nord. La Scandinavie d'abord, donc la Norvège, grâce à ses richesses fossiles en partie, hein, qui permettent de financer la transition. Et puis plus proche de nous, alors on a parlé ce matin d'Oslo, hein, donc il y a la Suède avait bien avancé aussi. Même si elle a un peu freiné avec un nouveau gouvernement depuis 2 ans et demi. Celui qu'on regarde, parce qu'il est vraiment près de nous, ce sont les Pays-Bas, où ils ont mis en place un certain nombre de systèmes qui ont l'air de bien fonctionner, hein. Donc les donneurs d'ordre public, on a parlé de la commande publique ce matin, les donneurs d'ordre public qui imposent des chantiers faible carbone, voire zéro carbone, y compris sur des gros chantiers de terrassement, hein. Ils construisent leurs polders et leurs digues en permanence. Donc il y a des vrais sujets où l'énergie n'est pas là. Donc il faut amener de l'énergie zéro carbone dans des endroits où c'était encore la mer il y a quelques mois. Et puis, je cite les chiffres que vous m'avez donnés quand même sur l'électrification off-road. Le taux de pénétration des machines électriques, c'est 8% en Europe du Nord, c'est 1% en moyenne en Europe. Oui, c'est ça. Ils sont très avancés, ouais. Enfin plus avancés que nous. Alors 8%, on peut dire que c'est pas énorme, hein, mais un vrai sujet où il y a des normes. Alors, en plus, ils ont mis plein de normes encore plus contraignantes que nous sur les émissions, tout compris.
Et puis, et ils ont mis des subventions. Donc c'est la commande publique qui impose, hein, et puis des subventions pour mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, parce qu'on n'y est pas encore, mais ils construisent aussi ces solutions de décarbonation de l'off-road sur les contraintes de leur réseau électrique. C'est-à-dire que contrairement à nous, ou nous pas encore, les Pays-Bas sont très très contraints sur le réseau électrique, donc il n'y a plus moyen d'aller appeler de la puissance. Donc déjà pour le véhicule léger, et puis maintenant pour le camion, et donc pour le off-road, ils mettent en place des systèmes de batteries qui vont permettre de stocker de l'électricité et puis la déplacer et la mettre là où on en a besoin, même si on ne peut plus se prendre juste à la prise du réseau électrique parce qu'il n'y a plus de puissance dans le réseau. Vous aviez un graphique à nous montrer. On a oublié. Ah, j'ai complètement oublié voilà, de passer le graphique. Je vous félicite pas. C'est réciproque, hein. On a tous les deux avec le pitch. Totalement, totalement. Alors, prenez le temps de nous l'expliquer parce qu'il est dense. Alors, ouais, en plus, vu de loin, c'est un bon test. C'est-à-dire que moi, j'en suis plus capable, même avec des lunettes. En bas, l'axe des abscisses, c'est la pression, essentiellement réglementaire, hein, pour décarboner les usages. En vertical, on a les contraintes techniques ou les contraintes opérationnelles pour mettre en œuvre des solutions de décarbonation. Et les bulles au milieu, c'est ce que nous, on a considéré comme les sous-segments d'activité. Voilà. Donc, typiquement, alors, il y a du bleu qui est sur le transport de marchandises, il y a du rose qui est sur le transport de passagers, et puis on a mis en gris foncé le non-routier, hein, le off-road. Voilà. Et donc, la grosse boule grise en haut à gauche, là, alors la taille de la boule, c'est la taille du secteur en termes de consommation d'énergie. C'est des unités que personne, enfin en tout cas même moi j'y arrive pas, c'est en terawattheure, alors que normalement on parle en litres et en mètres cubes, voire en tonnes, quoi. Mais bon, voilà, c'est le problème du monde des nouvelles énergies, c'est que comme il faut pouvoir les comparer les unes avec les autres, on se met dans des unités qui sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. Voilà. Donc la grosse bulle grise à gauche, c'est l'agriculture. Donc une relativement faible pression à la décarbonation et par contre une grande difficulté de mise en œuvre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis à droite, par contre, ceux qui ont beaucoup de pression à la décarbonation, alors on retrouve en gris foncé, là au milieu, hein, les engins de construction, et puis tout ce qui est la construction, un peu moins de pression que sur les deux grosses boules bleues, là, le transport régional au milieu, un peu à droite, le urbain est en bas, et puis la grande distance sur le routier tout en haut. Et on a essayé, là, avec notre vue un peu énergéticien, multi-casquette, multi-énergie, de décrire pour chacun des tranches horizontales, enfin, de difficultés de solutions à mettre en œuvre, quelles sont les énergies qui fonctionnent le mieux. Hein. Donc on voit que quand c'est pas trop compliqué, c'est l'électrification. On a mis la petite prise bleue sur la partie basse du graphe à droite. Au milieu, c'est ce que je disais, hein, sur le transport routier, du gaz, c'est la petite flamme, et puis l'électrification. Et au-dessus, et c'est là qu'on va retrouver la plupart du non-routier, hein, une combinaison de gaz, biogaz, hydrogène peut-être, et puis sans doute de l'électricité. On aurait pu mettre la prise parce que sur certains usages, on arrive à électrifier. Voilà. Et du coup, voilà, nous, on fait ces études-là parce qu'on se veut agnostique en fait, de l'énergie. Notre objectif, c'est de tout bien les connaître, sur le plan technique, bien sûr, mais surtout opérationnel, hein, comment les mettre en œuvre auprès de nos clients. Et c'est cette approche multi-énergie qu'on essaye de développer. Alors, on a une particularité aussi, c'est que alors Total Energy s'est construit sur deux piliers, hein, le pétrole et le gaz, historiquement, depuis plus de 100 ans. Et dès le début, on s'est intégré sur la chaîne de valeur, de la production jusqu'au consommateur. Voilà. Et aujourd'hui, on développe un troisième gros pilier qui est autour de l'électricité, et puis un peu des piliers adjacents qui sont les autres énergies, hein, le biogaz, l'hydrogène. Et à chaque fois, si on veut bien comprendre la technique et l'opérationnel, c'est parce qu'on se construit de manière intégrée sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'au consommateur final. Justement, est-ce que vous pouvez aller plus loin justement sur la façon dont
vous accompagnez un petit peu les demandes de vos clients? Parce que le message assez fort, c'est qu'en fait, vous n'êtes le militant d'aucune énergie en particulier et que le but du jeu, c'est de trouver la meilleure énergie pour le meilleur usage et au coût aussi le plus compétitif. Oui, alors la difficulté de ce monde-là, hein, ce monde de ces nouvelles énergies, c'est qu'il n'y a rien de stable. Tout bouge, aussi bien sur le technique que sur la mise en œuvre opérationnelle et évidemment sur les économiques, les coûts. Et du coup, on a choisi mettre un pied dans chacun des plats pour être sûr d'en avoir un qui gagne, quoi. Voilà. C'est une approche qui est peut-être pas la plus intelligente, mais au moins ça permet. C'est la plus raisonnable. Ça permet alors c'est pas celle qui coûte le moins cher parce que du coup on met des investissements partout. Et puis il y en a qu'on est sûr qu'ils vont pas réussir, mais on le sait pas au départ. Voilà. Donc l'idée c'est, effectivement, c'est de maîtriser ces énergies. Et puis, pour pouvoir proposer à nos clients, pour être en fait rester le fournisseur d'énergie de référence de nos clients, avec cette bonne connaissance technique de l'énergie, de la mise en œuvre, du besoin client, parce que quand même on est un distributeur d'énergie à la mobilité, hein, que ce soit du road ou du non-routier, depuis très longtemps. Donc on a une relative proximité avec certains d'entre vous. On aimerait avec un peu plus, mais on a quand même des concurrents qui sont bons. Et du coup, en fait, on s'est réorganisé. Hein. C'est-à-dire qu'on a organisé notre en interne par des business units sur chacune des énergies pour avoir la vraie expertise technique de mise en œuvre. Parce que celui qui va construire une station hydrogène ou une station gaz, évidemment, ça n'a rien à voir avec les compétences nécessaires pour installer un poste électrique et des bornes de recharge rapides ou lentes, d'ailleurs, si c'est la nuit ou le jour. Voilà. Donc on a des business units par énergie. Et puis on a conçu une équipe qu'on appelait Truck Solutions. On n'est pas très original dans la nomination de nos équipes. Alors elle est essentielle, elle est très représentée aujourd'hui ici, donc vous pourrez évidemment s'adresser à vous, qui essaye justement de faire le lien entre la partie technique de mise en œuvre de l'énergie et puis les besoins des clients. Voilà, donc c'est deux niveaux pour s'approcher au mieux des besoins de nos clients, avec des solutions alors qui sont parfois innovantes. Hein. Je suis venu avec 3 slides, donc il ne fallait pas trop. Voilà. Comment on s'adapte, par exemple, aux fraudes. Comment on essaye de mettre en œuvre. Alors, on a dit ce matin, aujourd'hui, hein, on est d'abord sur des pilotes, des opérations sur un chantier. Et puis, l'objectif, c'est une fois qu'on a démontré la faisabilité, un surcoût qui n'est pas trop élevé, comment on peut accompagner nos équipes commerciales pour vous accompagner dans la mise en œuvre. Les 2 photos qui sont là, elles sont prises sur le même chantier. Donc c'est Colas, c'est un très gros chantier d'infrastructure, on va dire dans le nord de la région parisienne. J'ai pas le droit de citer. Pas très loin de là où il y a des avions, c'est ça? Ah là, je suis pas sûr d'avoir le droit d'aller aussi loin dans la divulgation. J'entends le bruit, c'est pour ça, j'entends les moteurs. Voilà, donc c'est un chantier qui a eu lieu l'été dernier, avec la mise en œuvre de ce qu'on sait faire sur la photo droite, hein, c'est du bord à bord, c'est-à-dire livrer le carburant liquide au plus près des engins. Ça, on a des filiales qu'on appelle filiales de proximité. Donc à gauche, c'est votre camion livreur d'électricité, là, c'est ça? Alors c'est ça. Là, je commençais à droite, c'est le camion livreur d'HVO qui va aller sur les engins qui ne sont pas encore passés à l'électricité. Et puis à gauche, c'est notre conteneur de batterie qui va venir apporter l'électricité aux engins électriques. Et en fait, dans ce cas-là, essentiellement à toute la base vie du chantier. Avec donc la combinaison des 2 moyens dans un environnement d'accès un petit peu compliqué et en ayant le mix énergétique pour répondre avec une offre unique, hein, au chantier sur l'énergie. Et puis après, être le plus pragmatique possible sur la mise en œuvre, s'adapter aussi à la flotte d'engins qui est mise en œuvre. Hein. Les flottes qui vont être mises en œuvre vont être de plus en plus hybrides parce qu'on ne va pas d'un coup électrifier tous les engins d'une compagnie. Voilà. Donc là, à gauche, c'est des batteries, donc des containers de batteries et avec un système de navette. L'importance dans ce cas-là, évidemment, c'est que la navette coûte cher. Donc il faut qu'il y en ait le moins de distance possible pour ne pas avoir un chauffeur qui passe sa journée à faire des navettes avec un container de batterie. Et donc pour ça, il faut un maillage de points de recharge. Et encore une fois, comme on a un réseau de points de recharge assez conséquent, on l'a utilisé pour avoir des distances courtes entre le lieu où on rechargeait ses batteries
et l'endroit où on les a mis sur le chantier pour pouvoir alimenter les besoins sur place. Mais ça se recharge en combien de temps, votre container de batterie là? Alors, une batterie, ça peut se recharger vite ou très lentement. Celle-là, on fait des rotations à peu près une fois par jour. Donc il faut deux batteries, une batterie sur le chantier, une batterie qui recharge, puis il faut permuter, voilà, régulièrement. Ça, en fait, ça a eu, on l'a un peu évoqué ce matin, hein. Au départ, c'était pour décarboner le chantier, puisque le donneur d'ordre avait demandé un chantier décarboné complètement ou presque. Là, on était à plus de 90% de décarbonation, hein, ce qui est un taux très élevé, un peu plus de 80% sur l'HVO et 100% sur l'électrique. Voilà, donc évidemment, en fait, tous les effets qui ont été le plus remarqués, c'est les effets secondaires, entre guillemets. C'est que tout d'un coup, les opérateurs se sont rendus compte, enfin, ont apprécié une base vie silencieuse. Eh oui. Alors, il se trouve que c'était pas très silencieux parce qu'il y avait des trucs à côté qui faisaient du bruit, mais des trucs avec des ailes. Mais sur le chantier lui-même, le silence dans un bungalow où on essaie d'avoir une réunion de chantier qui n'est pas toujours très simple, ils se sont rendus compte, et c'est des premiers feedbacks qu'on a eu, que c'était vachement plus agréable que quand il y a le groupe électrogène qui tourne, quoi. Bon, et donc pour finir, vos recommandations finalement pour que ça se passe bien, la décarbonation du secteur. On voit qu'effectivement, il y a un calcul économique qui est quand même majeur, parce qu'on voit bien qu'il y a un surcoût derrière tout ça, à quoi il faut penser, et vous, quel conseil vous donnez? Alors, ça c'est le vrai enjeu, c'est bien cet aspect-là, hein, pour l'acceptation et le développement, c'est la partie économique. Donc on l'a dit ce matin aussi, hein, en fait ce matin vous avez à peu près tout dit, j'ai l'impression de répéter, mais en France on a un système assez incitatif sur la GEO, au moins sur les volumes qui permettent de remplir l'obligation du routier, puisqu'en fait l'AGEO qu'on utilise pour le non-routier, c'est l'AGEO qui est comptabilisé dans le routier, qui permet de minimiser le surcoût. Donc on est effectivement en gros plus 10% par rapport à un carburant fossile traditionnel, alors que le coût de production est plutôt le double, hein. 200% par rapport au fossile versus... voilà. Mais c'est bien ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Comment est-ce que comment on décompose la feuille de coût, j'allais dire, de la solution énergétique, juste incluant évidemment l'engin, hein, donc c'est en fait c'est la chaîne complète. Où est-ce que ça coûte, et travailler sur chacun des éléments pour arriver à en faire baisser le coût. Comment on travaille ensemble au sein des filières et avec les administrations pour mettre en place des aides ciblées, au moins au démarrage des filières, pour approcher au maximum de la parité diesel, et comment aussi on arrive à faire, à convaincre les donneurs d'ordre d'accepter un surcoût. J'ai dit 10% parce que c'est en gros ce que les donneurs d'ordre sont parfois prêts à payer. Enfin, on voit bien que c'est au-dessus de 10%, c'est pas la peine, personne n'a le budget pour ça. Entre 0 et 10 par rapport à la parité diesel, ça se travaille, quoi. Allez, est-ce que vous avez des questions? J'avais cru comprendre qu'il y avait des questions, voire des interpellations. Oui. Bonjour, Xavier Hamel de Kubota Division Moteur. Un point qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes timoré sur la partie hydrogène pour le transport. Dans le sens où certains pays, comme l'Allemagne par exemple, ont une approche sur l'hydrogène dans le transport un peu plus prononcée, et on peut voir qu'il y a une évolution qui a eu lieu en ce moment. Il y a des accords entre la filière hydrogène France et Allemagne qui se créent, et je me demandais pourquoi en France on était timoré sur l'hydrogène dans le transport actuellement. Alors nous on n'est pas timoré, on a notre réseau de stations-service qui fonctionne. Il y a un seul problème, c'est qu'il n'y a pas de clients, hein, ou quasiment pas de clients. Donc bon, voilà. Alors, est-ce que l'État français est timoré? Les acteurs privés, je ne crois pas qu'ils soient timorés. C'est-à-dire qu'on a tous investi, enfin, tous ceux qui sont engagés dans la filière hydrogène, hein, ont investi relativement beaucoup d'argent dans soit des sites de distribution,
des chaînes d'approvisionnement de l'hydrogène et puis les stations-service, soit les éléments aval. Donc il y a les piles à combustible, Symbio typiquement. Enfin, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour essayer de lancer cette filière. Alors c'est une filière dont on ne cache pas les difficultés, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la molécule hydrogène, elle n'est pas simple. Il faut la produire, si possible, en verre, avec de l'électricité, puisque la seule production qui fonctionne bien, c'est avec de l'électricité, que ce soit de l'électrolyse de l'eau ou d'autres, enfin, l'électrolyse de l'eau sous plusieurs formes. Derrière, il faut l'amener dans des stations. Alors Total Energy, on a nos propres stations qu'on a construites, qui sont la marque Total Energy. Et puis on est actionnaire en fait de tous les grands réseaux qui existent aujourd'hui en Europe. Donc en France, on a la chance, région parisienne, d'avoir iSetco, dont Total Energy est actionnaire, qui a développé un réseau en région parisienne, essentiellement pour le taxi et les VUL. On est actionnaire d'H2 Mobility en Allemagne, qui est le réseau de stations hydrogène en Allemagne. Alors, on est actionnaire depuis 20 ans maintenant. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de construire une infrastructure, d'être capable de la faire tourner pour que les clients arrivent. Donc c'est compliqué de faire une station à hydrogène, parce qu'il faut qu'elle soit à 700 bars ou à 1000 bars, avec des réserves d'hydrogène, sur un endroit public. Donc pour ceux qui font de la plongée sous-marine, moi déjà avec 250 bars d'air dans le dos, j'ai toujours une petite appréhension. Quand c'est 1000 bars d'hydrogène sur votre parking, voilà, il faut que ce soit bien maîtrisé. Pour comprimer à 1000 bars, il faut des compresseurs. Vous êtes beaucoup à déjà avoir vu ce que c'est qu'un compresseur, mais monter à 1000 bars, c'est du solide et ça ne demande qu'une chose, c'est fuir, ces bêtes-là. Alors nous, on sait faire, on a nos raffineries, etc. Donc, mais 1000 bars, quand même, c'est beaucoup. Et puis après, il faut que le véhicule, un véhicule à hydrogène, c'est compliqué. Alors c'est les moins si c'est un moteur thermique. Et c'est pour ça que les constructeurs camions sont poussés à réutiliser le design des moteurs diesel pour en faire des moteurs à hydrogène en thermique. Le rendement est un petit peu moins bon qu'une pile à combustible, mais c'est pas si mauvais que ça. Ou bien les piles à combustible, mais là on a énormément d'électronique. D'abord c'est un véhicule électrique, donc il y a toute la gestion du véhicule électrique, avec toute la gestion de la puissance. Et puis il y a la complexité en plus de cette pile à combustible qui va transformer de l'hydrogène en électricité. Donc par nature, c'est une chaîne de valeur qui est compliquée techniquement. Et on a résolu quasiment tous ces problèmes-là, mais du coup, ça reste très cher. Merci pour votre réponse. C'est quelque chose qu'il faut prendre l'expérience de ce qu'on a fait avec l'hydrogène. Apparemment, l'hydrogène automobile, le marché n'est pas là. Donc, les stations-service 700 bars ferment plutôt qu'ouvrir maintenant. Parce que la première approche du 700 bars, c'était plus pour l'automobile. L'expérience en Allemagne, c'est qu'ils sont plus comme H2 Mobility, ils sont plus sur le développement des stations de 350 bars, parce qu'ils arrivent à faire des synergies entre constructeurs de moteurs, de camions, que ce soit avec les moteurs thermiques ou fuel cells, et puis synergie avec les transporteurs et synergie avec les distributeurs. Donc, j'ai regardé en France et j'arrive pas à voir cette synergie qui permet de développer des hubs ou des points pour développer la filière hydrogène. Donc moi, j'ai regardé ça d'un point de vue moteur thermique, parce qu'une des solutions dans le futur, que ce soit sur le TP, c'est une des solutions qui est certains constructeurs y pensent, mais si la filière camion, qui est le fournisseur de composants pour le off-road, ne se développe pas, on n'arrivera pas à avoir de solution autre sur le off-road. Merci. Dernière réaction, on prend une autre question? Non, on peut en parler. J'ai dit, c'est compliqué. On a une certaine expertise dans le domaine, mais voilà. Peut-être prendre une autre question. Oui. Oui, bonjour. Donc Pascal Petitjean du CEMAT. Donc je représente une grande partie des fabricants de matériel. Donc comme c'est la journée des bonnes nouvelles, finalement, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est OK, on voit là effectivement une expérience avec de l'HVO sur un chantier. Comment on fait pour en avoir plus, pour y avoir accès? Parce que ce que j'entends de mes adhérents, c'est que finalement, c'est pas tellement disponible pour le moment. On a parlé un peu de volume pour ce qui se produit sur l'usine de la Mette. Et si demain on monte en volume, alors c'est plusieurs questions, je suis désolé, combien de temps ça peut durer? Et peut-être un dernier point, quelle est votre position justement par rapport à cette concurrence demain avec le SAF? Parce que c'est pas le tout de partir vers une solution, est-ce qu'elle est durable?
dans le temps, Ouais. au-delà qu'elle soit durable pour la planète. Alors, le HVO, donc c'est produit à partir de déchets qui sont qui n'avaient pas d'autre utilisation. Donc, ils ne sont pas en compétition avec l'alimentaire. Donc, on parle des graisses, en gros, les déchets de l'agro-industrie, quand ils ne peuvent pas être recyclés pour faire autre chose, ou bien les huiles de cuisson usagées, qui est une des grosses sources, des graisses animales complètement impropres à tous les autres usages. Voilà. Donc, le nombre d'origines de ressources de la matière première est assez limité. On a des systèmes de collecte de ces matières en Europe qui fonctionnent relativement bien, même si on peut encore les améliorer un peu. Donc, et par contre, dans les obligations, notamment issues du routier, on a mis, il y a de la place pour mettre de l'HVO. Aujourd'hui, l'Europe est importatrice et des matières premières, des déchets pour les transformer en HVO, typiquement dans notre raffinerie de la Maine, dont je parlais. On s'est interdit l'huile de palme parce qu'il y a la concurrence avec l'alimentaire, donc on n'est que en origine durable, typiquement huile de cuisson usagée. On a monté des partenariats avec des collecteurs de déchets européens, mais ça ne suffit pas, et donc on importe ces déchets pour les transformer en HVO. Et puis, tous les producteurs avec nos capacités, ça ne suffit toujours pas, donc l'Europe est aussi importatrice d'HVO produits finis. Cet HVO, effectivement, il a un double usage, un petit retravail chimique près, il faut un peu redistiller, mais il peut être utilisé à la fois pour le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, donc le carburant durable des avions, ou pour l'HVO qu'on connaît, le usage routier ou non routier. Et donc aujourd'hui, il y a de l'HVO. On peut, suivant les pays, en France, on n'avait pas le droit de le vendre dans les stations-service jusqu'à l'été dernier. Bon, depuis l'été dernier, on a le droit. Particularité un peu spéciale. Voilà. Bon, et du coup, on a un certain nombre de nos stations où on peut trouver de l'HVO. On peut aussi s'en faire livrer dans les cuves privées, ce que font beaucoup les transporteurs. Il y en a aujourd'hui, il y en a suffisamment pour aller faire 1 ou 2% du marché produits pétroliers complet. Mais on importe déjà. Et notre ressource en déchets européens, il est à peu près saturé, enfin utilisé complètement. Donc c'est une bonne solution pour la transition. Ça a l'avantage de nécessiter aucun investissement. Donc ce n'est pas une solution qui vous coûte à mettre en œuvre aujourd'hui, à part l'achat de la molécule. Mais ça n'est pas une solution pour décarboner l'ensemble du transport, enfin du heavy duty, que ce soit du routier, non routier, plus tous les avions. Enfin, voilà. Donc c'est sûr, il n'y a pas la ressource pour faire tous les usages. Allez, dernière question avant de passer à notre table ronde. Non ? Pas de regret. Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Alors moi, je vais être quand même Eh ben, merci beaucoup, Mathieu Soulas. Voilà, mon petit message à la fin, c'était, vous avez compris, mais ça a bien été dit ce matin aussi, l'énergéticien, évidemment, il ne peut rien faire tout seul. Et donc, voilà, on s'inscrit dans la dynamique globale de la filière. Seul, on va moins loin que plusieurs. On va plus vite, mais on va moins loin. Plus vite, je suis pas sûr. C'est la citation officielle. Ouais, mais dans la distribution d'énergie, en fait, seul, on va un peu nulle part parce que s'il n'y a pas de consommateurs, on a beau avoir de la belle énergie, le pauvre. Ouais. Et alors, j'ai juste petite parenthèse, j'ai enregistré ma librairie de l'écho hier, j'avais un beau bouquin avec plein de citations économiques. Justement, il y en a une que j'ai trouvée pas mal, c'était mieux vaut se fixer des objectifs ambitieux qu'on n'est pas sûr d'atteindre que des objectifs médiocres qu'on atteindra à coup sûr. Voilà. On l'a bien retenu. Merci.